On l'a appris hier en début de matinée, la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football a respectivement suspendu pour une durée de 5 ans et de 2 ans le président et le secrétaire général du syndicat national des footballeurs du Cameroun, en abrégé SINAFOC. Après Henri Njalakwan, après le capitaine Joseph Feucheux, après Franck Hapi et bien d'autres encore, c'est au tour de Jérémy Sorel Nditap, double champion d'Afrique avec les Lions indomptables du Cameroun, et le secrétaire général du SINAFOC, maître Daniel Blaise Ngos, de subir la tyrannie de la maison de Tchinga. Alors nous avons au téléphone pour en parler une voix assez suffisamment autorisée, il faut le dire, c'est Jacques-Marcel Itiga. Il est responsable communication du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun, le footballeur du Cameroun, le SINAFOC. Il est en direct avec nous. Jacques Marcel, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir Denis Sikoul, bonsoir à vos invités en studio, bonsoir à tous les auditeurs du 11 entrant. Merci de m'avoir intégré dans le 11 entrant aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être titulaire dans l'équipe qui débute un match. Surtout que là, on semble être en Champions League et non dans un championnat de quartier. Ça nous va droit au cœur, hein. Ces compliments, c'est toujours un plaisir, un honneur d'en recevoir comme ça des aînés dans la profession. Jacques Marcel, on ne va pas perdre de temps, on va aller directement à votre but. Comment est-ce que vous, au niveau du SINAFOC, avez accueilli cette information faisant état de la suspension du président de votre institution ainsi que du secrétaire général? Mais déjà, il faut dire qu'officiellement, nous ne sommes pas au courant. Nous l'avons découvert comme ça à travers les réseaux sociaux et quelques confrères nous ont envoyé des documents faisant état de la suspension du président national du SINAFOC et de son secrétaire général. Donc officiellement, le SINAFOC n'est pas informé. Nous attendons toujours d'être notifiés pour savoir quels sont les motifs et qu'est-ce qui peut soutenir cette suspension. Maintenant, pour l'avoir appris à travers les réseaux sociaux et quelques confrères qui nous ont donné l'information, on dit, ça nous fait rigoler. Le SINAFOC reste debout. Le SINAFOC, c'est l'église au centre du village. Nous allons tous passer, mais cette église qui est au centre du village, au centre de l'écosystème du football camerounais, restera debout et restera au centre de cet écosystème du football camerounais, n'en déplaise à certains. Jacques Marcel, allô, tu es là, Jacques Marcel? Oui, nous sommes là. Ok, super. Alors, Jacques Marcel, on vous a reçu ici, c'était quelques jours après la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faut dire que ce qui est reproché à vos collègues du SINAFOC, c'est, enfin, singulièrement au président, c'est d'avoir intégré le vestiaire des Lions indomptables et y avoir créé une sorte d'incident avec le chef de protocole du président de la Fédération camerounaise de football. Alors, je vais un peu convoquer aussi vos petites connaissances en matière de droit. Jacques Marcel, est-ce que la Fédération aujourd'hui a qualité à suspendre un président du SINAFOC qui, en plus, était à la CAN sous la bannière, sur invitation, ou alors en tant que président de la section Afrique de la FIFPro? Mais vous savez, Denis Sikoul, étant donné que nous ne sommes pas encore notifiés, normalement, nous ne devons pas commenter quelque chose où nous n'avons pas été officiellement notifiés, donc nous ne connaissons pas les motifs de la suspension. Mais si ce que vous dites, parce que vous êtes un journaliste sérieux, si ce que vous dites c'est ce qui est contenu dans la décision, eh bien, cela nous fait davantage encore sourire, voire même rire, parce que vous vous souvenez que à date du 6 mai 2024, le secrétaire général de la CAF, le bien nommé Moussengo, avait adressé une correspondance, Véron Moussengo, Tongba avait adressé une correspondance au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, lui demandant d'arrêter toute procédure qui sera engagée dans le cadre de cette affaire et
de transmettre, si il en avait un dossier, de le transmettre à la CAF, parce que pour lui, dans la correspondance, il mentionnait que les faits qui seraient convoqués se sont déroulés dans le cadre d'une compétition, la CAF, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vous comprenez donc que nous, on soit très amusés de constater ce que nous avons découvert jusqu'ici à travers les réseaux sociaux et les informations reçues de quelques confrères journalistes. Donc, vraiment très amusés. Maintenant, au-delà du droit, le bon sens voudrait que la hiérarchie des normes soit respectée. C'est-à-dire que même dans les textes de la fédération, de chaque fédération, il y a des articles qui demandent à toutes les fédérations, membres d'une confédération, de respecter la tutelle, de respecter la hiérarchie, de respecter les instructions et qui viennent de cette confédération et celles qui viennent également de la FIFA. Je pensais qu'on va parler aujourd'hui des activités du SINAFOC, sinon je me serais mieux préparé pour vous citer ces articles-là qui sont contenus tant dans les textes de la CAF, tant dans les textes de la FIFA, mais aussi dans les textes de la Fédération camerounaise de football qui exigent que la fédération se conforme à un certain nombre de respect des droits ou alors de par son affiliation à la CAF, de respecter un certain nombre de choses venant de la CAF. Mais Jacques Marcel, vous dites qu'on n'avait pas été informé par la fédération, alors notifié, mais la fédération a quand même des canaux de communication officiels, et parmi lesquels le site internet de la fédération, qui, en date d'hier, a quand même pris sur elle de publier, n'est-ce pas, cette décision sur cette plateforme-là qui est le site internet de la fédération. D'où vient-il donc que vous, au niveau du SINAFOC, estimez que vous n'avez pas l'information de façon officielle? En s'appuyant sur ce que vous dites, et sur la décision que d'aucuns ont partagée, allez-y dans la décision, vous trouverez la réponse qui dit clairement que les parties doivent être notifiées et peuvent demander d'obtenir toutes les motivations qui ont accompagné la décision. C'est-à-dire, une décision est rendue, que ce soit à la Chambre nationale de résolution, même que ce soit dans les juridictions sportives, quand la décision est rendue, il y a un document qui s'appelle qui accompagne les motifs, c'est-à-dire que ce qui a conduit à la prise de la décision. Donc, ce libellé de motifs, il est important pour savoir qu'est-ce qui a poussé cette chambre, cette commission d'éthique à prendre cette décision. Vous voyez, c'est le document qui explique la décision. Et maintenant, est-ce que ce document, je ne sais pas, je ne suis pas encore allé sur ce site de la FECAFOOT. Vous qui êtes allé, est-ce que le document publié sur le site de la Fédé apporte ces explications? Est-ce que ce document apporte les motifs qui ont conduit à la prise de cette décision? Si c'est oui, eh bien, ça veut dire qu'on pourra aller aussi télécharger le document. Maintenant, je me suis amusé un peu à regarder le document en question auquel vous faites allusion. Ouais. Je vois qu'il est signé, il est daté du 28 mai. C'est bien cela, sauf si je me trompe. Oui. Oui. Voilà. Et la décision maintenant, si vous dites qu'elle est publiée sur le site le 17. Seulement depuis hier. Le 17, donc avant-hier en principe. Le 17. C'était sur le 18. Non, pour être plus précis, elle a été publiée le 17, donc avant-hier. Ok. Document publié le 17 avant-hier, mais signé le 28. Mais je ne sais pas. C'est à vous de nous expliquer, vous les journalistes de terrain et d'investigation, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, nous attendons sereinement d'être notifiés et d'avoir les motifs qui ont conduit à la prise de cette décision pour savoir que nos juristes prennent connaissance et sauront maintenant quelle est la voie à prendre pour se pouvoir, soit en appel, soit alors en recours au sein de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, vous-même, vous voyez qu'il y a beaucoup d'incongruités.
le document dont vous faites allusion et vous avez eu connaissance est daté du 28 mai. Mais ce n'est que le 17 que vous dites que ce document a été publié sur le site officiel de la Fédération camerounaise de football. Il y a un problème. Si on s'arrête à ces faits que vous nous présentez, il y a déjà problème. Donc, véritablement, donnez-nous du temps. Dès que nous serons notifiés, on reviendra vers le 11 entrant ou alors vers vous pour communiquer là-dessus. Nous sommes ici en studio avec notre expert aussi, Tony Frangdam, qui lui aussi a une question pour vous, Jacques Marcel. Bonsoir, M. Itiga. Bonsoir, monsieur Ndam. Bon, justement, moi, je voulais apporter la précision parce que moi, j'ai regardé le document et justement, mon attention était posée sur la date. Parce que j'avais remarqué aussi ça, que c'était daté du 28 mai. Et ça m'avait étonné parce que entre le 28 mai et le 17, je pense que le SINAFOC a continué d'exister avec à sa tête le président Jérémy Sorenditap. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que vous avez été notifié dans cet intervalle-là? Vous nous avez déjà dit non. Donc, je passe à l'autre question. Lorsqu'on dit qu'il est suspendu de toute activité liée au football, ça veut dire que ça va impacter sur son poste. Est-ce que ça va impacter sur son poste à la FIFPro? Parce que ça aussi, c'est une activité liée au football. C'est ce que je voudrais savoir. Vraiment, vous voyez que ça me fait rire parce que... Moi aussi, je suis en train de rire présentement. Par respect pour vos auditeurs, pour les auditeurs du 11 entrants, je vais essayer de continuer à répondre, mais je vous ai déjà répondu, tant que nous ne sommes pas officiellement notifiés, tant que nous ne connaissons pas le fond, ou alors ce qui a motivé les juges de la commission d'éthique de prendre cette décision, on ne peut pas, sur le plan juridique, se prononcer. Maintenant, votre question, je comprends pourquoi vous la posez, parce que vous-même vous êtes embarrassé, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, Monsieur Jérémy Sorenditap, président national du syndicat national des footballeurs camerounais, président de la FIFPro Division Afrique, vice-président de la FIFPro Monde, membre de la commission technique du football au sein de la CAF. Mais attendons de voir lorsque cette commission, qui est présidée d'ailleurs par le président de la FECAFOOT, va siéger. Justement. Si M. Nditap ne va pas siéger au sein de cette commission. Attendons les prochaines réunions du board de la FIFPro Monde pour voir si M. Nditap ne va pas siéger. Je me ferai le plaisir de vous tenir au courant le moment venu lors des réunions et de voir s'il n'a pas siégé avec vidéo et photo à l'appui. Attendons la prochaine réunion du board de la division Afrique pour voir s'il ne sera pas, s'il ne va pas présider les travaux du board de la division Afrique de la FIFPro. Attendons les prochaines réunions du SINAFOC pour voir si tel ne sera pas le cas. Vous voyez que on peut encore rien dire, on attend et l'avenir va nous dire l'actualité. Les prochaines actualités de la FIFPro, Division Afrique, la FIFPro Monde et celle du SINAFOC qui engagerait le board nous diront ce qu'il en est et vous apportera la réponse à votre question. Justement, la deuxième question, bon, je pense que vous êtes assez introduit. Parce que vous avez parlé de la correspondance entre le secrétaire général et le secrétaire général de la FECAFOOT de l'époque, Blaise Dunant, et M. Véron Mosengo. Et je l'ai lu, j'ai lu les correspondances. Et il en ressort que le secrétaire général de la FECAFOOT de l'époque, Blaise Dunant, dit à M. Mosengo que c'est la commission éthique qui s'est saisie de l'affaire. Elle est constituée de personnes élues et qui fonctionnent avec une indépendance totale. Lui, il ne peut pas interférer dans les affaires de la commission d'éthique. Moi, je veux savoir qui introduit le dossier à la commission d'éthique. Est-ce que la commission d'éthique se saisit d'un dossier comme ça au hasard et décide de faire ce qu'elle veut comme ça là, sans que quelqu'un ne leur ait demandé de le faire? Mais posez la question aux membres de la commission d'éthique, sinon à son président. Et ils sont mieux placés pour déjà dans un premier temps vous dire qui a fait la saisine. Ce sera simple, nous n'en savons rien. Ah, voilà. Et maintenant, parlant du secrétaire général de la CAF, dans cette correspondance, il a été clair. La fédération
camerounaise de football n'a pas tenu compte de cela. Pour votre gouverne, pour vous montrer que nous, on est vraiment surpris, que nous n'avons rien à cacher, j'aurais eu dire que la fédération avait répondu à la correspondance de la CAF, la correspondance de la CAF en date de mai 2024, que la fédération camerounaise de football aurait répondu en août 2024. Entre mai 2024 et août 2024, si votre tutelle vous écrit en mai, vous répondez en août. Vous comprenez encore que ça prête à équivoque. En fait, les locataires de Chinga peuvent vous donner des réponses à ce type de choses, où il y a beaucoup d'ambiguïté et d'incompréhension. Ok, merci beaucoup. Jacques Marcel, cette affaire, on en a eu vent quand même, il y a de cela beaucoup de mois aujourd'hui, presque un an, peut-être même plus. Je me souviens encore, nous étions du côté du siège du SINAFOC lorsque nous vous posions des questions relativement à cette affaire. Oui. Ce qui veut dire clairement que vous êtes quand même au courant de ce qu'il y a, un sujet de ce genre dans le pipe. Mais à votre niveau, on vous sait très informé aussi. Qu'est-ce qui a pu motiver l'introduction du nom du secrétaire général du SINAFOC dans cette affaire, lorsqu'on sait que lui, malheureusement, n'était pas dans ce vestiaire querellé aujourd'hui? Mais quand vous dites quand même, j'ai dit non, nous sommes au courant. C'est-à-dire que lorsque la chambre d'appel de la commission d'éthique avait déjà convoqué le président du SINAFOC, le président national du SINAFOC et le secrétaire général du SINAFOC, nous en avons fait cas, nous avons communiqué là-dessus. Lorsque, après la chambre d'appel, lorsque la commission elle-même a convoqué le président national du SINAFOC et son secrétaire général, eh bien, ils se sont fait représenter par des avocats. Et lors de la première audience, on va appeler ça comme cela, eh bien, les avocats des deux personnalités du SINAFOC leur ont donné certains documents, notamment la lettre, la correspondance de la CAF, et après plus rien, nous ne savons plus si l'affaire a été appelée, quand est-ce qu'elle a été renvoyée, quand est-ce que la décision a été prise, bref, plus rien. Maintenant, à partir de là, nous sommes dans le blackout et on découvre tout de go un petit matin, les gens nous appellent, les réseaux sociaux disent ceci, cela. Vous comprenez qu'on est un peu embarrassé. C'est une gestion à la petite semaine, c'est comme une gestion par embuscade, etc., etc. Bref, chacun pourra se faire son opinion. Nous attendons les motifs qui ont conduit à cette décision. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un peu la dernière partie de votre question pour que je vous apporte une réponse plus claire? Oui, je parlais du secrétaire général qui lui aussi se retrouve dans l'affaire. Voilà, merci. Et si on s'en tient à la convocation de la chambre d'appel, le secrétaire général du SINAFOC, qui n'était pas à Boaké dans ce vestiaire, est convoqué pour la simple raison qu'il a signé un communiqué qui dénonçait la violence dont a subi notre président national Jérémy Sorel Djitap, et pour s'être exprimé sur le sujet lors d'une conférence de presse donnée par le SINAFOC, je pense que c'était du côté de Yaoundé l'année dernière. Voilà, tout simplement, vous comprenez qu'on est dans l'exagération. Peut-être pour sortir, Jacques Marcel, alors, on va pas quand même se le cacher, on est tous au même niveau d'information désormais, que ce soit de façon officielle ou alors officieuse. Et si véritablement vous étiez notifié demain ou après-demain, là on essaie un peu de se projeter, quelle serait la démarche que devrait adopter le SINAFOC? Mais sur le plan juridique, on ne peut pas fonctionner avec les si. Vous comprenez bien qu'avec les si, on peut le faire le monde. Attendons de voir, ça ne sert à rien de courir. Attendons de voir le 11 entrants, c'est foot et tous les autres médias. Vraiment, les portes vous seront grandement ouvertes au niveau du syndicat. Dès que nous sommes notifiés, nous, on viendra vers vous pour vous communiquer et vous donner la suite de ce que nos juristes auraient décidé. Par contre, avant de sortir ici, avec votre permission, aujourd'hui, nous avons donné un point de presse concernant le baromètre des salaires MTN Elite 1, MTN Elite 2 et Guinée Super League du mois de mai. Et là,
la situation des footballeurs et des footballeuses est catastrophique. Je dis bien catastrophique parce que malgré la légère hausse, parce que si on s'en tient au taux de paiement moyen en MTN Elite One, il est de 27% pour le mois de mai. Si on compare ça au taux de paiement au mois d'avril, on était à 18% en avril, on est à 27%, ça fait une légère hausse de 9 points. Et en MTN Elite 2, on était à 0% en avril, taux de paiement, et aujourd'hui on est à 6% en mai, ça fait une hausse de 6 points. Cela peut s'expliquer, on est en fin de saison, les enjeux sportifs sont énormes, les clubs qui d'autres veulent se sauver de la relégation, certains luttent pour les places d'honneur et le titre de champion dans ces championnats. Les présidents ont accepté ou alors ils ont voulu motiver les joueurs, payer quelques aérés pour que les joueurs puissent être un peu moralement bien pour attaquer cette phase-là et aller chercher les points pour se maintenir ou pour les places d'honneur. Maintenant, en Guinée Super League, on a un taux de paiement de 0%, identique au taux de paiement au mois d'avril, tout simplement parce qu'on a des gens à la Ligue de football féminin qui ont décidé de payer les joueuses une fois tous les 3 mois, alors que la Guinée se met à disposition les perdièmes des filles pour 10 mois. Et le championnat, nous savons, chez les filles ne dure que 5 à 6 mois. On se demande donc pourquoi attendre 3 mois avant de payer. Tout simplement, cela démontre qu'on veut clochardiser les joueuses et les joueurs. Parce que si aujourd'hui, les présidents de clubs ont des payés parce que les enjeux sportifs sont là, ça veut dire qu'ils peuvent faire ces efforts. Puisqu'on a fait le tour des présidents de clubs Elite One, Elite 2 pour savoir qui a reçu la subvention de l'État. Sur 16 clubs en Elite One, 5 ont daigné nous répondre, nous disant ils ont reçu. En Elite 2, sur les 17, seulement 2 ont daigné. On comprend donc que les présidents font dans la duplicité. Quand on va vers eux, pourquoi vous ne payez pas? Ils disent parce qu'on n'a pas reçu la subvention de l'État. Mais quand la subvention est là, on leur écrit, on demande qui a reçu, qui n'a pas reçu. Très peu se prononcent. Et là, on dit, mais c'est pas juste également à ce niveau-là. Il faut clairement se prononcer, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on constate que c'est la reine de la peur, la psychose de la peur. On veut faire peur pour que personne ne puisse s'exprimer. C'est pas comment vous vous faites aux 11 entrants et à 6 foot pour continuer à édifier et à informer l'opinion. Nous sommes debout. On est dans cette psychose de la peur pour régner, il faut faire peur à tout le monde, il faut couper des têtes. Malheureusement, les présidents de clubs qui sont des acteurs majeurs dans l'écosystème du football se laissent dans cette affaire. Ça veut dire qu'ils sont complices quelque part pour certains. Oui, mais monsieur Etiga, si vous permettez, parce que moi j'ai une interrogation très précise. Vous avez donné l'une des raisons pour lesquelles on aurait voilà, coupé la tête à M. Ngous pour un jeu de mots comme ça. Moi j'ai plutôt une autre pensée. Vous vous rappelez le dernier point de presse du Sinafoc? Il avait fait état de ce que les clubs n'ont pas reçu de subventions. Il avait dénoncé certaines choses. Et moi, très souvent, je me suis dit que le Sinafoc, en fait, dérange la Fédé. J'ai toujours pensé comme ça, parce que lorsque vous faites des points de presse, vous donnez la situation salariale des joueurs, alors que de ce côté-là, on dit aujourd'hui, les joueurs sont payés 200 000 minimum, ils reçoivent leur salaire. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont justement ces révélations entre guillemets, parce que c'est pas caché, nous tous on voit les gens, on sait qu'ils croupissent dans la misère et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont je veux dire soit quoi? Les conséquences. Les conséquences de cette cabale-là. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a suspendu le président du Sinafoc. Mais on se rappelle qu'il y a quelques mois, bien avant, au courant de l'année dernière, il y avait eu un bashing sur les réseaux sociaux où on avait parlé de sa vie privée, où on avait tout dit, on l'avait traité de tous les noms, ça avait même pris une connotation un peu tribaliste. Est-ce que vous ne pensez pas que réellement, c'est parce que le Sinafoc fait son travail, fait l'état, donne le réel état des choses que ça gêne? Vous n'avez pas cette impression-là? Alors, merci d'ouvrir cette fenêtre-là, ou alors ce pan-là. Il faut dire que tout le monde s'est connu de tous, le Sinafoc dérange tout simplement parce que le Sinafoc n'est pas aux ordres comme tous les autres. Le Sinafoc ne se couche pas, c'est un syndicat qui est debout, qui ne reçoit rien de la fédération et qui fonctionne, qui est là pour la défense, le gendarme des droits des footballeurs et des footballeuses. Nous allons le faire, c'est l'église au centre du village, dans l'écosystème du football camerounais. Tout le monde passera, le Sinafoc lui restera. Ça fait 30 ans qu'on est dedans, de l'AFC au Sinafoc. Alors,
Le Sinafoc, il dérange. Les preuves sont là. Vous n'allez pas dire, entre guillemets, comme ils ont dit, retirer l'agrément à un syndicat qui défend des professionnels pour donner l'agrément à une association qui est dirigée par un employé de la Fédération camerounaise de football. Nous avons fait une analyse en début de saison qui démontrait que cette année, les footballeurs vont souffrir plus qu'ils n'ont souffert par le passé, tout simplement parce que c'est une année électorale et que ceux qui sont à la FECAFOOT vont penser à se réélire plutôt que de respecter les droits des footballeurs qui sont pourtant les principaux acteurs de ce football-là. Donc voilà un exemple. Deuxième exemple, vous ne nous dites pas que les footballeurs, ils ne sont pas payés, les présidents de club sont d'accord, on a fait le tour. Ils disent, nous, vous ne payez pas, pourquoi? Ils disent, on ne paye pas tout simplement parce qu'on n'a pas de quoi payer, ni de subvention, ni la quote-part du taux sponsor, ni les recettes de stade. Alors nous leur disons, ok, la fédération, elle dit, elle ne vous donne pas cet argent tout simplement parce que vous n'avez pas pu justifier ce que vous avez perçu au préalable. Alors écrivez à la fédération et dites-leur que vous reconnaissez n'avoir pas payé avec ce que vous avez reçu au préalable et que la fédération paye directement les joueurs. 17 clubs à l'époque, la saison dernière. Oui. 17 clubs sur les, je pense, les 34 qui avaient MTL Elite One et Elite tout confondu, ont écrit à la Fédé. La Fédé, vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a répondu qu'elle ne devait rien à ces clubs. Où est donc passé cet argent-là jusqu'à aujourd'hui? Donc, cela nous amène à dire ce que nous avons dit aujourd'hui, et ce qui est vrai. Ils sont en train de se cacher derrière une rivalité ou un problème Eto, Djitap ou Sinafoc, Fédération camerounaise de football. Que non. Le problème, c'est le problème des droits de joueurs. En réalité, c'est qui est pour les droits de joueurs et qui est contre les droits de joueurs. C'est ça le véritable problème. Le Sinafoc dérange parce que il défend mordicus les droits des footballeurs et des footballeuses. Et qu'en face, ces gens-là piétinent, bafouent, piétinent et assomment les droits des footballeurs et des footballeuses. Aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit, on dit que les footballeurs, Elite One doivent percevoir 200 000, mais allez-y voir combien perçoivent. Ils sont très pieux. Et le baromètre est là pour donner cette indication. Les mêmes qui payent, ce sont les mêmes. Vous avez ceux qui payent, ils ne dépassent pas 4. Vous avez Coton Sport de Garoua, Victoria United, Star Arena de Mélan et la Colombe du Dia. Les autres ne payent que dalle. En élite, tout, c'est la catastrophe. Je dis bien la catastrophe. Unisport de Bafan essaye de payer. Et les clubs qui payent, vous voyez, ça performe sur le terrain. Ceux qui ne payent pas, et le bouquet final, c'est-à-dire que l'exécutif en place, le bouquet final pour enterrer définitivement dans les profondeurs les droits des footballeurs, c'est la cooptation de 2 présidents insolvables au comité exécutif de la FECAFOOT. Ça, c'est le con. Rendez-vous compte que parmi les présidents les plus insolvables, régulièrement épinglés, sinon quasiment toujours épinglés depuis 2 ans par le baromètre du Sinafoc, c'est Avion Duncam, Joseph Pierre Batama, PW Bamenda Abondé, mais ils ont été cooptés par le président de la Fédération camerounaise de football comme membre du comité exécutif, président de la Fédération de football, illustre footballeur camerounais. Et c'est ça qui fait mal au niveau du Sinafoc. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à comprendre qu'un footballeur à la tête, nous avons souhaité ça de tous nos voeux, nous avons œuvré pour qu'un footballeur prenne la tête de la FECAFOOT et on a choisi le plus illustre d'entre eux. On s'est dit, avec lui, il est passé par là, il va accorder la part belle ou non. Il va mettre au centre des préoccupations de la fédération les droits ou alors les conditions de travail et de vie des footballeurs. Mais que ce soit lui qui bafoue au plus haut point les droits et les intérêts des footballeurs, et bien là, vous comprenez que le Sinafoc ne peut que déranger. Il ne peut que déranger malheureusement, mais on est dans notre rôle. Qu'il fasse quoi? On va continuer, va contre vents et marées, à œuvrer. Je vous dis, le Sinafoc, c'est l'église au centre du village. Tout le monde va passer, l'église restera au centre du village. Si vous voulez, on ramène ça chez nous, les Bantous, chez les panafricanistes. Le Sinafoc, c'est l'arbre à parade, c'est le baobab au centre du village, en dessous duquel tous les problèmes du village doivent être réglés. Les footballeurs sont les principaux acteurs. Le footballeur est l'acteur principal dans tout écosystème du football mondial. C'est le footballeur qui est... On ne peut pas jouer un match de football sans le footballeur, mais on peut jouer un match de football sans un entraîneur. Vous comprenez?
Donc, dans l'écosystème du football mondial, pas seulement camerounais, je dis bien mondial, c'est le footballeur qui est l'acteur principal. J'ai dit principal, les autres sont des acteurs majeurs, mais lui, il est l'acteur principal. Sans lui, il n'y a pas de football. Donc, il faut que les gens le comprennent et que si on veut développer notre football, comme on le prétend, il faut mettre au centre des préoccupations le bien-être des footballeurs et des footballeuses. Et là, on sera sur le droit chemin, sur le bon rail pour développer ce football. Jacques Marcel, peut-être pour sortir définitivement, aujourd'hui où l'agrément, le droit de siéger, disons-le comme ça, au niveau de l'AG de la fédération a été retiré au SINAFOC et que les rapports, les relations avec la fédération sont quasiment, ou alors même complètement rompus. Qu'est-ce que vous avez désormais comme moyen de coercition auprès des clubs pour les contraindre à respecter les droits des joueurs? Aujourd'hui, la fédération et vous, c'est un peu rompu. Ben, il faut dire que rien ne change. Même quand nous siégeons à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, les différents exécutifs qui se sont succédés à la FECAFOOT depuis une quinzaine d'années n'ont jamais œuvré pour les droits des joueurs. La preuve, les sentences obtenues en faveur des joueurs au niveau de la Chambre nationale de résolution des litiges ne sont pas appliquées. C'est pour cela qu'on était obligé d'aller à la FIFA qui a changé ses règlements et qui dit aujourd'hui que si une sentence rendue par une Chambre nationale de résolution des litiges n'est pas appliquée alors qu'elle est devenue définitive, eh bien, elle va contraindre la fédération à faire appliquer cette sentence-là. Si la fédération n'obtient pas, elle sera sanctionnée financièrement et on peut aller à d'autres sanctions comme la rétention d'une partie des subventions que la FIFA devrait donner à cette fédération, etc., etc. On a une quinzaine de décisions où la FIFA a sanctionné la fédération camerounaise de football financièrement avec des montants allant de 1000 à 2000, 3000 francs suisses. Et la fédération donc a décidé de faire exécuter ces sentences en obligeant ses membres que sont les clubs à payer ces joueurs-là. Donc, ça, rien n'a changé. Maintenant, quels sont les moyens que nous avons? Nous continuons à siéger à la Chambre nationale de résolution des litiges. C'est-à-dire qu'ils continuent à voir, parce que la Chambre nationale de résolution des litiges, suivant les textes de la FIFA, doit être paritaire. Il faut les représentants de joueurs à l'intérieur. Et notre collègue Armand Bouba Korofino, chef du bureau centre sud et est du SINAFOC à Yaoundé, siège à la Chambre nationale de résolution des litiges. Il continue de siéger les vendredis. Vendredi dernier, il y a siégé. Je pense la semaine prochaine également, parce que les sessions sont 2 fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Donc, il continue à y être. Maintenant, à part ça, eh bien, vous savez que nous ne recevons rien de la fédération, aucune subvention. On fonctionne grâce à nos moyens propres et aux subventions de la FIFPro. Donc, nous continuons à travailler d'arrache-pied comme par le passé. La seule chose qui a changé, c'est que nous ne siégeons plus, pour le moment, au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Donc, quasiment rien n'a changé en dehors de siéger dans cette assemblée et, ma foi, généralement fait chorus, à l'exception de quelques membres où tout est adopté par acclamation, adopté, pas de travail de fond. Donc, véritablement, sur le plan pratique, rien n'a changé et on continue à faire notre boulot dans la sérénité et on continue à défendre les joueurs. D'ailleurs, le 30 mai, le responsable juridique du SINAFOC, M. Daniel Bassega, était à la Chambre et on a eu 7 décisions en faveur des joueurs, condamnant des clubs à payer des sommes allant de 800 000 à 1 900 000 et un peu plus en faveur des joueurs. Vous comprenez qu'on continue à travailler et je vous ai dit, et je le réitère, le SINAFOC, c'est l'église au centre du village. Merci beaucoup, Jacques Marcel, et beaucoup de courage à vous du côté du SINAFOC. On espère que la situation reviendra peut-être à la normale avec la fédération et que le football camerounais, effectivement, retrouvera toute sa grandeur comme cela nous a été promis au soir du 11 décembre 2021. Bonsoir à vous et à la prochaine. Merci à vous et bonne soirée, bon vent aux 11 entrants. Je peux sortir à ce moment en sachant que j'ai joué ma partition. J'espère que ceux qui rentreront après nous vont continuer à faire voler l'emblème du 11 entrants.
très belle partition d'ailleurs, monsieur Jacques-Marcel Itiga, qui est donc le responsable communication du SINAFOC qui était avec nous donc ce soir dans le cadre du 11 entrant. Yvan, tu étais tout calme, tu écoutais religieusement. On connaît ta position à la tête de la fédération et aujourd'hui un aventurier. C'est ta position, elle est pleinement assumée. Mais toi, quand tu as appris cette information selon laquelle la fédération suspendait Jérémy Nditap et lui collait une amende de 10 millions, ainsi qu'à Daniel Blaise Ngos, qui lui occupait de 2 ans et de 5 millions d'amende, qu'est-ce qui t'est passé par la tête directement? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ça m'a simplement conforté dans ma position et ça m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui on a une fédération qui est complètement aux abois. Vous savez, il y a un adage qui dit que pour ceux qui sont les chrétiens, il y a une sagesse biblique qui, je ne sais pas si on appelle ça sagesse, mais il y a une disposition dans la Bible qui dit que quand Dieu veut te perdre, il te rend fou. Et donc j'ai l'impression aujourd'hui, quand vous regardez les agissements de cet exécutif, que c'est un exécutif complètement névrosé, qui va dans tous les sens, qui a perdu complètement le nord, qui a perdu de sa mémoire et qui désormais n'a plus aucun repère. Parce que comme je l'ai dit dans un texte que j'ai publié ce matin sur mon compte Facebook, déjà cette décision est une décision qui est dénuée de toute base légale. Parce que logiquement, Jacques Marcel en a évoqué quelques bribes tout à l'heure, il n'y a véritablement aucune disposition légale sur laquelle la fédération peut s'appuyer pour pouvoir rendre une telle décision. Et pour appuyer davantage cela, on a eu il y a l'an dernier, lorsque cette affaire avait commencé à faire des bruits, un courrier de la CAF qui avait été envoyé à la fédération pour leur dire que, étant donné les circonstances, elle était la seule à pouvoir connaître de cette affaire-là. Mais il faudrait pousser l'analyse un peu plus loin pour pouvoir comprendre le fond de la chose. Aujourd'hui, j'ai parlé d'une fédération complètement aux abois, qui est en train d'aller dans tous les sens. La réalité, c'est que nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale, ou alors des échéances électorales à la fédération. Cet exécutif-ci, étant conscient dans son fond intérieur de son échec cuisant, des tréfonds calamiteux vers lesquels elle a plongé notre football. Ils savent très bien que dans un contexte normal et dans un processus normal des prochaines joutes électorales, il leur sera difficile, voire quasiment impossible de pouvoir empiler un autre mandat à la tête de la fédération. Et donc ce qu'ils font, c'est ce qui se fait généralement dans les grandes mafias. C'est-à-dire qu'on use de toutes les méthodes, les plus en plus les unes, c'est-à-dire que des méthodes totalement au nord de l'orthodoxie managériale pour pouvoir écarter toute éventuelle personne qu'on soupçonnerait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus de tout ça, ils sont plongés dans une sorte de paranoïa où il suffit que je me lève un matin, je dis Tony Ndam, futur président de la fédération, vous verrez cette fédération sortir un document pour dire qu'on suspend Tony Ndam de 10 ans et qu'il a une amende de 15 millions à payer. En fait, c'est le propre d'un exécutif qui est totalement émasculé aujourd'hui, qui n'a plus de repères, qui a perdu totalement confiance en elle et qui sait qu'elle ne pourra pas être sauvée par son bilan, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est plus que calamiteux. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils sont dans une sorte de logique de vouloir, en se mettant totalement au nord de l'orthodoxie, comme je l'ai dit tout à l'heure, vouloir se garantir les conditions de pouvoir empiler lors de la prochaine élection en taillant des conditions qui seront des conditions sur mesure et qui leur permettront, pas extraordinaires, de pouvoir se retrouver encore là pour un nouveau mandat de 4 ans. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, Jacques Marcel a bien fait de le préciser. Aujourd'hui, il n'est pas question de se poser la question d'un éventuel conflit entre Samuel Eto'o et Jérémy Nditap. Il est question de se poser la question de savoir qui, aujourd'hui, est pour l'intérêt des footballeurs, parce que c'est ça qui devrait guider la maxime et les ajustements de chacun de ces dirigeants du football là à des niveaux, à leur niveau de responsabilité, respectifs. Et donc cette pseudo-suspension de Jérémy Nditap et du secrétaire général du SINAFOC, pour moi, rentre simplement
dans cette logique-là. L'objectif suprême, à mon avis, étant de créer une atmosphère de peur généralisée où ces principales personnes-là qui vont devoir décider de la destinée du football pour les 4 prochaines années-là seront prises ou seront pris. Ils vont certainement, ils espèrent que ces personnes-là vont peut-être prendre peur. Et l'objectif étant par ailleurs de créer justement un climat qui leur sera favorable par rapport à la prochaine élection. Donc pour moi, la logique, et je peux d'ailleurs vous assurer, et je prends ceux qui nous écoutent à témoin, qui ne vont pas s'arrêter à Jérémy Ndjita, parce que des informations qu'on a eues, il y a tout un chapelet de personnalités. On a eu les noms qu'on ne va pas forcément dévoiler ici aujourd'hui, mais il y a tout un chapelet de personnalités de notre paysage footballistique qui sont justement dans le collimateur de la fédération, qu'ils ont identifié comme étant des potentiels adversaires entre guillemets de l'actuel président de la fédération, Samuel Eto'o, et qu'ils veulent user de tous les moyens pour les mettre hors jeu dans l'optique de la prochaine élection, afin de se garantir de pouvoir justement rempiler pour un prochain mandat de 4 ans. L'indignation à travers le monde est assez grande. Le premier d'ailleurs à s'en indigner de cette décision de la chambre de la fédération, c'était l'allié fidèle de Samuel Eto'o en la personne de Jean Crépin-Yamsi. Je ne sais pas si on a l'image, si on peut la voir. Jean Crépin-Yamsi qui dans une sortie disait clairement Jérémy est une légende comme Samuel Eto'o, on ne peut pas s'amuser à suspendre Jérémy de cette façon et nous applaudissons, ce n'est pas possible. Je condamne avec la dernière énergie la suspension de Jérémy Ndjita. C'était donc des propos de Jean Crépin-Yamsi, allié fidèle de Samuel Eto'o. Et juste à sa suite, il y a quelques minutes de cela, c'est un ancien joueur de l'équipe nationale du Cameroun en la personne de Lorraine et Tamé Mayer, qui lui aussi vient juste de faire une sortie à l'instant, où il dit clairement à Samuel Eto'o: Samuel, mon frère de vestiaire, fais attention, je ne sais pas qui te dit de prendre des décisions maintenant, mais tu joues à un jeu dangereux, vous risquez de ruiner tout ce que vous avez construit, toute la légende que vous avez laissée sur le terrain. Jérémy est aussi un joueur clé, un champion, une légende du football camerounais. Ce qu'il vit en ce moment n'est pas digne. Ce genre de problème devrait être résolu en interne, entre anciens joueurs, entre frères d'armes, pas en public. Ces propos sont signés de Lorraine et Tamé Mayer, lui aussi champion d'Afrique avec les Lions indomptables du Cameroun, qui, comme les autres, comme certains autres joueurs, certaines autres personnalités du monde du football au Cameroun et même à l'étranger, s'indignent de cette attitude un peu autoritaire de la fédération, avec à sa tête le président Samuel Eto'o fils. Tony, certainement tu as aussi vent de cette situation. D'ailleurs, on avait beaucoup de tes sorties sur tes différentes plateformes, que ce soit sur Facebook ou alors sur YouTube. Je recommande d'ailleurs à tous nos auditeurs et internautes de filer te suivre, Tony Frank Dam sur YouTube. C'est la page, c'est l'analyste 5.0. Voilà, l'analyste 5.0 sur YouTube, avec de brillantes analyses sur cette plateforme-là, sur YouTube. Et toi, à ton niveau, Tony, quand tu as appris cela, j'imagine, forcément, c'était un peu choquant, mais quand on connaît un peu la situation, on pouvait aussi être amusé d'entendre ce genre de choses. En fait, tu as compris. Il y a une expression qui fait pignon sur lui ces derniers temps. On dit les choses du Cameroun, ça te choque, ça t'amuse. Moi, j'ai même pas été choqué. Je suis ça le matin à la matinale de Kinox. Et ensuite, le grand Fernand Paul Savant pose le document. Et moi, le premier truc qui attire mon attention, en fait, c'est la date. Donc, je regarde la date, je me dis, bon, comme cet exécutif nous a aussi habitués avec des documents où il y a des erreurs, où on met telle date, vous voyez un document de 2024, on a écrit 2014, ça, je me suis dit, peut-être ils ont fait une erreur. Mais ça traîne, vous voyez, ils postent ça sur leur plateforme, je comprends qu'en fait, c'est depuis le 28 mai. Et je dis, ok. Mais non, Jacques Galadi, les motivations sont lesquelles? Parce que c'est nous, en fait, je ne sais pas si on se rend compte, Yvan comme moi, c'est nous qui déduisons que c'est suite à l'affaire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Eux, ils n'expliquent pas ça clairement. En fait, c'est de ça que j'ai avancé parler tout à l'heure, les motivations de la décision. Les motivations, parce que dans le temps, on ne te dit pas pourquoi est-ce que... Bon, nous, on se dit, bon, puisqu'on sait qu'il y avait eu un grief, et tout de suite, tu as la milice cybernétique qui nous ressort les échanges de correspondance entre la CAF et la fédération. C'est pour ça qu'on fait cette déduction. Sinon, moi, personnellement, je dis,
et c'est quelque chose qui est récurrent en politique, Alain Denis Ikoul. Quand quelqu'un au pouvoir, il tend à vouloir s'y maintenir. Et du coup, pour s'y maintenir, il y a des pratiques plus ou moins orthodoxes. Moi, je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui de vouloir baliser son chemin pour s'y maintenir. Honnêtement, hein, on ne va pas faire comme si c'est quelque chose qu'on découvre. Toute personne qui est assise sur le trône veut s'y maintenir. Mais la méthode. Mais maintenir à ce qu'on appelle l'éthique. Parce que là, on parle de commission d'éthique. Et les gens de la milice nous ont sorti l'article 13 qui disait que non, tu dois avoir un bon comportement. Sauf que je me pose une question. Si je comprends bien, ça veut dire que cette commission d'éthique, elle est indépendante. Et dès que tu es un acteur du football, dès que tu poses un acte, elle se saisit de l'affaire. C'est ça? C'est ce qu'on apprend. Le président de la fédération, comme une fois, a été impliqué dans une bagarre à la sortie d'un stade en pleine Coupe du Monde au Qatar. La commission d'éthique s'était penchée dessus. Ce n'est pas un acte qui porte atteinte à l'image de l'institution. Je pose une question comme ça. C'est vrai que le blogueur en question emmerdait sérieusement le président de la Fédé. Et on sait, il avait fait 2-3 sorties avant, et tu l'as vu lui poser des questions. Mais quand tu regardes les images, il lui donne les premiers coups de pied, coups de poing. Après, on l'a retenu. Il se défile. Il se défile pour aller encore continuer. Oui. Est-ce que la commission d'éthique s'était saisie de ça? Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Non, moi je m'arrête à ça, parce que quand tu lis ce qu'ils nous ont sorti, est-ce que la commission d'éthique... Pour vous dire à quel point... Traiter les Camerounais en pleine télévision de Hibou... Et je voulais aussi, justement, parce que quand on parle de l'éthique, quand on parle de l'éthique, j'ai fait un post, et je vais l'actualiser demain, à la sortie du COMEX, pas de ce dernier, c'est l'avant-dernier COMEX, justement, où il était question de la cooptation de Pierre Batama et de Pascal Abouni au Sénégal. J'avais dit, on vient de tuer l'éthique. On vient de tuer l'éthique. Et j'avais dit à certains responsables de club que n'attendez plus jamais que la SEC intervienne pour le bien des présidents de clubs d'élite. Où est l'éthique? Je veux savoir où est donc l'éthique? Où est l'éthique quand tu te retrouves avec des arbitres qui officient pendant des années et ils ne sont pas payés? Où est l'éthique? Est-ce que l'éthique vaut encore quelque chose dans ce pays? Je veux qu'on me dise. Est-ce que l'éthique a encore un sens dans ce pays? Qui plus est parce que l'on parle de football. Est-ce que ça a encore un sens? Je veux qu'on m'explique. Il y a plein de dérives à n'en plus finir. Et aujourd'hui, moi je dis, les motivations, ce sont eux qui savent. Si les motivations sont fondées, et que juridiquement ils ont respecté le canevas et le process, ok. Ce ne sont pas les... Comme un temps, on nous avait sorti qu'Alain Denis Ikoul était en cellule, il avait dit chez Ernest Bama que ce ne sont pas les fous qui sont en cellule. Ce ne sont pas les fous qui sont censurés par la commission d'éthique. Mais il faut que ça soit clair et net. S'il a fauté en tant que tel, dans le cas contraire, c'est du pipeau. La preuve, vous avez un document du 25 mai, signé tout. Vous le publiez le 17 juin. Pratiquement un mois après, à moins 2 jours d'une sortie du SINAFOC. Ça, c'est quoi? On explique ça comment? Et c'est pour ça que je dis toujours, je sors par là. Oui. On perd tellement de temps et d'énergie dans des bêtises pareilles. Voilà la Coupe du Monde des clubs qui est en train de se jouer. Alain Denis Ikoul, Ivan Kamoa. Voilà les clubs africains qu'on voit en train de jouer. Au lieu que ça nous parle pour restructurer notre football, au lieu que les gens mettent l'énergie dessus, non, on met l'énergie pour couper la tête à tout le monde. Vous vous rendez compte de l'image que ça donne quand vous dites que sous un exécutif, il y a eu près de 15 acteurs du football qui ont été suspendus. Ce que Jacques Marcetiga vous dit là, c'est vrai. Il y a des présidents, des officiels de clubs qui ont écrit avant le début de cette saison pour dire que bon, nous on ne veut même plus la subvention, payer les joueurs directement. Je vous dis, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais il n'y a même pas une volonté notoire de faire une restructuration du système pour que les joueurs soient payés. Moi qui vous parle, j'ai déjà énoncé plusieurs fois pour dire qu'il y a une façon de faire pour qu'on n'ait plus ce problème. Est-ce qu'on fait quoi? Eux, ils se contentent de s'asseoir. Vous le payez. On vous dit qu'il faut les justifier. Tu justifies ce que tu n'as pas touché. On dit que bon, paye d'abord, on te donne l'argent. Pour payer, tout ça fait partie des salaires. Je paye avec quoi donc?
On connaît la situation socio-économique qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. C'est trop facile. Cette fédération elle-même là, lorsqu'il faut aller jouer, lorsqu'il faut aller faire ceci, est-ce qu'elle a de l'argent elle-même? Mais il faut toujours attendre l'argent de l'État. Donc pour vous dire qu'au final, vous voulez souvent défendre la Fédé. Après il y a les présidents de club. Vous voulez souvent défendre les présidents de club. Après il y a la Fédé. Tout ça c'est même pipe, même tabac à l'Indonésie. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Tout ça. Tout ce que vous voyez là, c'est de la pongamelle, c'est du n'importe quoi. Le football camerounais ne sortira pas de journée de sitôt. Désolé. On va attendre hein, d'avoir la suite des événements relatifs à cette situation qui vient une fois encore plonger le football camerounais dans une forme de chaos, parce que voir Jérémy Nditap avec l'immense talent, l'immense carrière qu'il a eu, avec tout ce qu'il a rendu au football camerounais comme service, et le voir aujourd'hui, et même qui est l'un de ceux-là qui ont œuvré en back-office pour que le président de la fédération soit porté à la tête de cette institution-là en 2021, le voir aujourd'hui à ce niveau en train d'être jeté à la vindicte populaire par son coéquipier d'autrefois, ça fait mal. Non, mais si c'est qu'il a commis une faute grave, lourde, vérifiable, mais dans le cas d'espèce, ça fait très mal, d'autant plus que on les a vus ensemble dans le vestiaire des Lions Indomptables du Cameroun. On sait qu'ils ont cheminé ensemble pendant beaucoup d'années. Même si les rapports entre l'un et l'autre ne sont pas forcément les plus cordiaux aujourd'hui, il y a quand même une certaine façon, une certaine retenue qu'il faudra avoir lorsqu'on veut faire un certain nombre de choses, et dont on espère seulement que la paix, vivement, hein, reviendra dans cette maison du football camerounais, parce que là, Yvan a souvent coutume de le dire, on a traversé le fond, on est en train de chercher encore plus loin que le fond. Et voilà, c'est difficile d'en parler, c'est douloureux, mais c'est notre histoire, on va pas s'en défiler, mais on espère juste que les choses iront pour le mieux dans les prochains jours. Prenons la transition et revenons pour parler du scandale, peut-être le scandale de l'année, avec cette affaire de détournement présumé. Transition et on revient juste après.